La plupart des communes togolaises sont confrontées à de nombreux problèmes, notamment celui de l'occupation illégale de terrains publics par des commerces ou encore des habitations. Désormais, l'État se décide de régler la question des occupations anarchiques et illégales de ces domaines en lançant un ultimatum de 12 mois aux occupants illégaux. Passé ce délai, l'État prendra des mesures pour récupérer ses biens fonciers. En effet, suite à une opération de recensement réalisée il y a quelques semaines, par le ministère de l'administration territoriale dans plusieurs communes du pays, il est révélé que plus de 68% des domaines de l'État sont occupés sans autorisation, surtout dans le district autonome du Grand Lomé. En réalité, ces espaces sont destinés à accueillir des infrastructures publiques comme des écoles, des marchés ou encore des hôpitaux entre autres, et leurs occupations illégales compromettent la mise en place de ces projets cruciaux. Pour rappel, les domaines de l'État communément appelées réserves administratives sont des parcelles réservées pour servir d'emprise aux services publics et aux installations d'intérêt général. La consommation d'alcool, de cannabis et d'autres substances psychotropes par les jeunes au Togo prend de l'ampleur et devient préoccupant. Dans un récent rapport de l'enquête STEPS Togo sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, il ressort que la prévalence de la consommation d'alcool au sein de la population générale au Togo est de 62% contre 25% qui n'ont jamais consommé d'alcool. Dans les détails, l'alcool est plus consommé en milieu rural qu'urbain. Sur les 5 régions du pays, la prévalence de la consommation d'alcool dans les plateaux est plus élevée avec un taux de 74%. Elle est suivie de la région de Kara avec un taux de 66% et du Grand Lomé qui est de 63%. Le taux le plus bas s'élève à 49% et vient de la région centrale. Notons qu'il est aussi dit dans le rapport que des consommateurs ont déclaré consommer 6 verres ou plus d'alcool en une seule occasion. Eu égard à ces chiffres, il est clair que la consommation d'alcool connaît une forte croissance dans le pays. Aussi, faut-il dire qu'au-delà de l'alcool et des liqueurs, d'autres boissons traditionnelles et surtout la bière sont très prisées, surtout auprès de la jeunesse togolaise. Le 5e recensement national de l'agriculture, RNA5, démarre le 30 novembre prochain avec pour objectif de collecter des données actualisées et détaillées sur l'agriculture afin d'orienter efficacement les politiques publiques et les investissements dans ce secteur clé. L'agriculture, véritable pilier de l'économie togolaise, représente plus de 40% du produit intérieur brut, PIB, et emploie une majorité de la population. D'après le 4e recensement réalisé en 2012, plus de 3 millions de Togolais, soit plus de 60% de la population, étaient engagés dans l'agriculture, dont une majorité de femmes. Malgré son poids dans l'économie nationale, le secteur fait face à des défis persistants, notamment l'accès limité aux infrastructures, le faible niveau de mécanisation et les impacts du changement climatique. Le RNA5 se veut donc fournir des données fiables et désagrégées sur les exploitations, les types de production, les infrastructures, les ressources humaines et les difficultés rencontrées par les agriculteurs. La collecte des données, prévue pour durer 24 mois, sera précédée par une formation des agents recenseurs du 27 au 29 novembre pour garantir la qualité et l'exhaustivité des données collectées. Les résultats attendus permettront d'élaborer des stratégies adaptées aux besoins du secteur. Ils joueront un rôle crucial dans la planification des investissements avec pour objectif d'améliorer la productivité, de renforcer la sécurité alimentaire et de contribuer au développement économique du pays. Le service de la dette extérieure des pays africains atteindra un montant record de 89,4 milliards de dollars en 2024. C'est ce que révèle un récent rapport de l'Organisation des Nations Unies sur la gestion de la dette africaine. Cette situation risque de compromettre les capacités du continent à investir dans les objectifs de développement durable. Ce coût du service de la dette extérieure est essentiellement causé par les taux d'intérêt très élevés qui sont pratiqués par les marchés des capitaux internationaux. La part du versement des intérêts a flambé dans la plupart des pays au cours de la décennie écoulée. Certains États dépensent plus de 42% de leurs recettes publiques à payer les intérêts de leurs dettes entre 2017 et 2022. Cette flambée des intérêts des dettes sont aussi et souvent dues au fait que les pays ayant accès au marché des capitaux
contractent des dettes auprès d'entités privées qui augmentent le montant des intérêts. Durant la crise sanitaire de Covid-19 et la guerre en Ukraine, le marché international des capitaux a été restreint à nombre de pays africains. Selon Antonio Guterres, beaucoup de pays africains dépensent plus sur le service de la dette que sur les investissements dans les secteurs tels que l'éducation et la santé. En conséquence, les pays africains relevant de la catégorie des pays à faible revenu ont été poussés vers un surendettement ou sont exposés à un risque élevé d'être accablés par leurs dettes. Un contrat de plusieurs millions de dollars annulé pour cause de soupçons de corruption. Au Kenya, le président William Ruto annonce l'annulation de contrats conclus avec l'homme d'affaires indien Gautam Adani. Le groupe Adani devait moderniser le principal aéroport. Il aurait dû construire une piste et un terminal supplémentaire en échange de la gestion de l'aéroport pendant 30 ans. J'ordonne maintenant, en vertu des principes de transparence et de responsabilité inscrits dans l'article 10 de la Constitution et sur la base de nouvelles informations fournies par nos agences d'enquête et nos nations partenaires, que les agences chargées de la passation des marchés au sein du ministère des Transports et du ministère de l'Énergie et du Pétrole annulent immédiatement la procédure de partenariat public-privé relative à l'expansion de l'aéroport international Jomo Kenyatta. Un accord qui était vivement contesté dans le pays, déclenchant même des manifestations anti-Adani et une grève des employés de l'aéroport. Aujourd'hui, le peuple kényan est très triste parce que le président fait beaucoup de promesses, mais ce ne sont que des promesses vaines. Les médecins sont en grève, les professeurs d'université sont en grève et nous demandons où va le Kenya. Je demande aujourd'hui au président de prendre la parole et de tenir ses promesses. Gautam Adani est la cible d'accusations de corruption et de fraude émises par les États-Unis. Bien qu'il n'ait pas mentionné le pays dans son discours, le président William Ruto a saisi l'occasion pour mettre fin à ce projet d'accord et répondre aux contestations de la population. La violence des forces de soutien rapide provoque une crise humanitaire majeure au Soudan. Les villages sont vidés et les habitants contraints de payer pour fuir. Les forces de soutien rapide tuent tout le monde, femmes, enfants, hommes et personnes âgées. Ils ont envahi nos villages pour se venger sans raison valable. Les gens paient des rançons élevées aux forces de soutien rapide pour pouvoir fuir le village. Les témoignages des familles déplacées révèlent des actes de torture, de viol et des pertes humaines tragiques. Nous sommes 5 familles qui se sont rassemblées pour fuir vers Port-Soudan afin de sauver nos vies. Une des familles a été torturée et une femme a été violée devant son mari. Un des hommes a été battu par les forces de soutien rapide. Certains membres de ma famille ont été empoisonnés et nous avons perdu beaucoup de proches. Les attaques dans l'État d'Al Jazeera ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Les récentes attaques dans l'État d'Al Jazeera au centre du Soudan ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Selon le groupe de la conférence d'Al Jazeera, 500 villages ont été évacués. Des experts appellent à une intervention rapide et à une justice transitionnelle pour éviter une escalade des tensions ethniques. Ces crimes nécessitent une intervention urgente pour être arrêtés. Une justice transitionnelle est nécessaire pour les victimes, sinon nous pouvons nous attendre à des appels à une division ethnique à cause des violations continues et de l'absence de justice. Les médiations internationales échouent face à l'aggravation des violations des droits humains. Un projet de l'Organisation des Nations Unies pour protéger les civils et instaurer un cessez-le-feu a été bloqué, augmentant les inquiétudes pour les populations les plus vulnérables. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas retrouvés réunis tous ensemble chez eux, à Omdurman, la plus grande ville du Soudan, située juste en face de la capitale Khartoum.
Il y a 1 an et demi maintenant, Ahmed et sa famille, comme beaucoup de Soudanais, ont été contraints de quitter leur maison en raison de la guerre qui oppose l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Nous avons été forcés de partir après que les forces de soutien rapide ont intensifié leur présence ici. L'armée est venue et a essayé de les expulser. Ils ont demandé aux habitants d'évacuer les maisons en nous disant que la zone deviendrait une zone de combat. Nous sommes donc partis. Après des mois d'errance à travers le pays, Ahmed, son épouse et ses 2 enfants ont finalement décidé de rentrer chez eux. À leur retour, ils ont retrouvé leur maison en ruine. Toutes leurs affaires ont été volées ou alors détruites. C'est bien connu que les forces de soutien rapide volent l'argent, l'or ou les voitures. J'espérais retrouver mon matériel de photographie et de design, mais malheureusement, une partie a été volée et le reste a été brûlé. Plongé dans la guerre civile depuis le 15 avril 2023, le Soudan est devenu le théâtre d'une grave crise humanitaire, la plus grave du monde, alerte de nombreuses ONG. Aujourd'hui, en effet, tout vient à manquer, à commencer par les ressources les plus essentielles. Il y a de l'électricité, mais nous souffrons du manque d'eau. Ces plats n'ont pas été lavés depuis 2 jours à cause de ça. Nous demandons que l'eau soit fournie pour que les gens puissent s'installer et avancer dans leur vie. Le conflit au Soudan a déjà fait des dizaines de milliers de victimes. Certaines estimations parlent même de 150 000 morts. Il a également jeté sur les routes plus de 11 millions de personnes. Celles restées dans le pays souffrent de tout, notamment des violences perpétrées par les 2 camps qui s'opposent. Un accord a été trouvé pour injecter 300 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Mais ce montant, très en dessous des 1300 milliards demandés, suscite l'indignation des nations concernées qui dénoncent une responsabilité insuffisante des pays riches. Si nous rentrons chez nous avec 300 et que nous disons que les pays développés prennent les devants, c'est une insulte à ce que dit la Convention. Dois-je rappeler ce que dit la Convention ? Elle reconnaît que les pays développés ont la plus grande part des émissions mondiales historiques et actuelles. Elle dit également que les pays développés devraient prendre les devants et cette responsabilité de financement climatique revient aux pays développés. Le fait que ce soit un pays en développement qui prenne les devants avec 300 milliards de dollars d'ici 2035 est une plaisanterie et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous devrions applaudir. Malgré les critiques, certains voient cet accord comme une base de départ. L'ajout du terme « au moins » garantit que les 300 milliards représentent un seuil minimum avec l'espoir d'un financement accru à l'avenir. Il était très important pour le groupe africain d'avoir ce chiffre 300 milliards d'ici 2035 comme un plancher et non un plafond. Et nous avons pu, très tard dans les négociations, ajouter le terme « au moins » pour garantir que cela ne puisse être qu'une base de départ, un minimum compte tenu des besoins énormes des pays en développement. Pour certains, cet accord évite un échec total. Ils espèrent que cette étape ouvre la voie à des objectifs plus ambitieux dans le futur. Nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions, mais nous avons obtenu quelque chose. Cela aurait été catastrophique si nous n'avions rien obtenu. Mais nous avons obtenu quelque chose et nous espérons travailler avec tous les autres à l'avenir. Les pays en développement reprochent aux nations riches leur manque de responsabilité face à la crise climatique. Au Ghana, des créateurs transforment le problème de la fast fashion en opportunité. Chaque semaine, des millions de vêtements d'occasion arrivent au marché de Kantamanto. Produits à bas coût, ces vêtements de mauvaise qualité génèrent un immense gaspillage avec 40% qui finissent comme déchets. Avec le temps, la fast fashion est devenue une méthode dominante de production, caractérisée ici à Kantamanto par des volumes plus importants de vêtements de moindre qualité. Selon les recherches de la Or Foundation, sur les 50 millions de vêtements qui arrivent chaque semaine, en moyenne 40% quittent le marché comme déchets. Face à la crise, des créateurs ghanéens redonnent vie à ces textiles usés.
Ils les récupèrent pour fabriquer des vêtements ou accessoires uniques. Une démarche qui limite la pollution, préserve l'environnement et réduit les déchets textiles. Certains de ces tissus sont si lourds qu'ils ne peuvent même pas servir de couverture ou de drap. Alors plutôt que de les laisser obstruer nos caniveaux, j'ai décidé de les transformer en pantalons ou autres articles pour leur donner une seconde vie. En réutilisant des tissus, les créateurs produisent des pièces originales et éco-responsables. Ils montrent qu'il est possible de transformer des vêtements d'occasion en articles à nouveau attrayants. Il y a toujours une seconde vie dans les vieux vêtements. Il ne faut pas les jeter. Vous pouvez les garder, les recycler, les transformer pour qu'ils semblent neufs à nouveau. Un festival de mode organisé près du marché de Cantamanto met en avant cette démarche. Les créateurs locaux exposent des pièces recyclées et les présentent sur un podium improvisé. Cet événement, ouvert au grand public, valorise l'upcycling et sensibilise à une mode durable, mêlant créativité et respect de l'environnement.